À la une ce soir, inauguration ce soir du premier centre de formation à la sécurité routière. Le SAFEPARC propose des stages de maîtrise aux risques routiers. Une session virtuelle et une autre sur route seront proposées. La 4e édition du Salon régional des mini-entreprises s'est déroulée ce matin à Petit-Bourg-Rivière-Salée. Plusieurs centaines de collégiens, lycéens et autres jeunes y ont participé. Un moyen pour eux de s'essayer à l'entrepreneuriat. Journée mondiale de la liberté de la presse. Un hommage a été rendu ce matin à André Aliquer devant l'hôtel de ville de Casse-Pilote pour mettre en avant le parcours du journaliste dont le meurtre n'a jamais été élucidé. Et puis enfin, Jade Voltigeur, Miss Martinique, sortira son premier single demain, son titre Destination Finale. Elle nous parlera ce soir de son parcours de Miss plutôt compliqué et de ses projets. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec une inauguration actuellement en cours au Grand Port de Fort-de-France. Le premier centre de formation à la sécurité routière, le SAFEPARC. Le site propose aux entreprises des stages de maîtrise des risques routiers avec une partie de la formation sur route et une autre en réalité virtuelle. Attention, attachez vos ceintures et embarquez avec Marie Tricot et Michelet François. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas du dernier jeu vidéo en vogue, mais bien d'une leçon de sécurité routière. La voiture démarrait à 90 km/h, il faut quand même maintenir les 90 km/h, et puis ensuite il faut compter le nombre d'objets que vous avez sur le côté de la route. Alors attention, il faut éviter de faire un accident. D'accord. Prendre la route en enfilant simplement ce casque de réalité virtuelle. Immersion immédiate pour tester ses réflexes au volant, mais aussi et surtout les mauvaises habitudes qui peuvent coûter très cher. Unique en son genre, le logiciel a été développé ici, en Martinique. Élaboré avec l'aide de la sécurité routière, il propose aux conducteurs 6 modules d'un réalisme confondant. Ce sont des modules en fait, qui rentrent vraiment dans des critères de démarche de réduction d'accidents un petit peu. Donc vous avez les fautes d'inattention, vous avez le téléphone au volant, vous avez l'alcool au volant, et ce sont surtout des choses qu'on aurait du mal à démontrer dans la réalité. C'est difficile de vous faire en fait rouler à 90 sur une autoroute et essayer de vous faire un accident. On ne peut pas vraiment vous montrer ce genre de choses-là. Là, l'avantage avec ce simulateur, c'est qu'on peut vous montrer ça. Et l'avantage encore plus poussé, je dirais, c'est que vous êtes acteur. Près de 3 heures de théorie virtuelle avant de passer à la pratique. La formation est proposée au personnel roulant en entreprise. 2 moniteurs prendront en charge de petits groupes pour éprouver leur conduite depuis les règles de base. Il y a notamment un passage sur comment s'asseoir derrière un volant. Donc d'abord, vous voyez, il faut que le bas du dos soit bien collé au dossier du siège, que les mains soient bien à 9h15. C'est parti pour près de 3 heures de conduite sur circuit. Et attention à la sortie de piste en cas d'erreur. Je freine pas bien et qu'en plus, j'ai le volant légèrement de travers. Vous êtes prêts? Regardez. Voilà ce qui se passe. Voilà. L'idée, je vous dis, c'est vraiment de toucher du doigt ce qui ne va pas. Et je suis convaincu, avec l'expérience que j'ai, que tant qu'on n'a pas fait d'erreur, on ne se rend pas compte de la gravité de ce qui peut arriver. Moi, ce que je veux, c'est simplement montrer aux gens qu'il n'y a pas, ce n'est pas une fatalité que d'avoir des accidents, mais que si effectivement on essaye d'être un peu concentré, de travailler sur ce qui pourrait se passer et prendre conscience des risques qu'on prend, forcément, on fera moins d'accidents. Ce centre est le premier sur l'île. Il compte ouvrir à tous ceux désireux de perfectionner leur maîtrise de la route. Comptez 350 € la journée, avec la possibilité de faire baisser sa prime d'assurance au terme de la formation. Apprentissage toujours, mais avec des méthodes beaucoup moins fun et pour cause, le sujet ne l'est pas vraiment. Il s'agit de la fiscalité. Une matinée d'information a été organisée aujourd'hui au Palais de justice de Fort-de-France avec des avocats mobilisés pour répondre gratuitement aux interrogations des contribuables sur les impôts. Nous reviendrons sur les réactions recueillies sur place dans un instant. Parlons en attendant d'une opération qui avait pour but ce matin de promouvoir l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge. La 4e édition du Salon régional des mini-entreprises. Plusieurs centaines de collégiens, lycéens et autres jeunes de la mission locale y ont participé en montant un projet d'entreprise, un moyen pour eux de s'essayer à l'entrepreneuriat. Voyez ce reportage de Luis Sabas. Là, nous avons quoi? Des pâtes à la patate douce. Pâtes à la patate douce. Wow. Le produit est innovant. Non, je trouve ce produit excellent. Une idée de ces mini-entrepreneurs. Avec les pâtes, ils présentent aussi de la crème, toujours à base de patates douces,
Du tubercule à la farine, le produit semi-fini, tout le processus de transformation est maîtrisé par ces chefs d'entreprise en herbe. Les patates douces que nous nettoyons, puis nous les épluchons et les séchons grâce à un séchoir. Après, nous obtenons des patates douces, des pétales de patates douces séchées que nous mettons après dans un moulin qui donne de la farine de patates douces. C'est un produit semi-fini. Puis nous avons, après la farine de patates douces, ce produit est innovant puisque nous utilisons nos légumes caribéens que nous avons voulu valoriser, c'est-à-dire la patate douce qui est sans gluten. Ça veut dire que tout un chacun peut l'utiliser, les diabétiques, les obèses, tout le monde. Collégiens, lycéens, post-bac ou jeunes des missions locales, ils sont plus de 500 à défendre leurs projets d'industrie ou de service. De bonnes idées, souvent originales, comme ce jeu. Je prends le pion bleu. Les jeunes acteurs de demain abordent des sujets sérieux façon jeu de loi. Que veut dire le cycle VIH? Ma classe et moi-même présentons un Serious Game, un jeu sérieux qui a pour but de sensibiliser les jeunes face au comportement à risque. Dans ce Serious Game, nous trouvons 4 thèmes qui sont la drogue, le harcèlement, la violence et la sexualité. Vous lancez les dés, vous avancez dans le jeu et en fonction de la case, vous avez une question. Toutes ces mini-entreprises ont une réelle existence. Les jeunes ont pour tâche de les faire vivre le temps d'une année scolaire, bien suffisant pour connaître un certain succès, comme ces magnettes qui servent à ranger conserves et autres contenants métalliques. Cette entreprise marche bien parce que les clients sont très intéressés, parce que c'est un produit surprenant, innovant, qui n'existe pas encore. Il s'agit avant tout d'une compétition entre établissements scolaires. Des juges vont de stand en stand pour établir des notes. Un jury premier à être impressionné par l'implication des élèves. Ce sont des jeunes qui, dans le quotidien de travail au collège par exemple ou au lycée, ne s'expriment pas beaucoup vis-à-vi des adultes. Là, ils ont des capacités d'expression, d'argumentation, ils nous sollicitent, ils viennent nous chercher pour nous présenter leurs produits et c'est absolument extraordinaire. Le Salon des mini-entrepreneurs en est à sa 4e édition. 3 promotions de jeunes ont déjà été sensibilisés à l'entrepreneuriat. Certains se sont révélés à travers cette aventure. Il y en a beaucoup effectivement qui ont expérimenté le programme mini-entreprise et du coup ils se sont dit « Ah, moi je peux faire cela ». Ils ont pris une assurance, une certaine confiance. Il y en a beaucoup qui souhaitent reprendre parce qu'ils ont la possibilité de déposer, de protéger l'idée de leur projet et de reprendre cette idée pour effectivement la poursuivre après les études. Et il y a beaucoup effectivement de jeunes qui ont expérimenté l'aventure il y a 4 ans et qui sont en phase de création de leur propre entreprise. Donc on peut dire effectivement que c'est très bénéfique pour nos jeunes. Les vainqueurs de cette compétition sont connus. Ils représenteront la Martinique au championnat de France. Un honneur qui revient à Easy Magnette pour les collèges. Soable de la mission locale du Nord avec son réseau social pour personnes à mobilité réduite. Cole du lycée Joseph Gaillard avec son compost. Et Sweet Potatoes du LP du Robert. Ils défendront leur chance à Paris le 29 mai prochain pour peut-être continuer l'aventure au niveau européen. Et justement, puisque nous parlons d'entrepreneuriat et de projets d'avenir, notez qu'une conférence débat sera organisée demain soir autour du thème « Quelle start-up pour le BTP ?» C'est l'association Cobati, composée de professionnels issus des différents domaines de la construction, qui propose le concept dynamique des start-up pour relancer le secteur en crise dans un environnement économique local en mutation. Voyez les précisions recueillies par Karil Chassol. Start-up, c'est une entreprise innovante qui a un fort potentiel de développement. Et on s'est posé la question si ce modèle pourrait s'appliquer au BTP. Et effectivement, on a bien fait de se la poser parce qu'on a déniché 2-3 entrepreneurs qui font des choses intéressantes et on aura plaisir à les mettre en valeur demain. Pour moi, ça a été des succès parce que à cette occasion, on a pu faire venir les élèves, les sensibiliser sur des thèmes qui sont d'actualité et puis des thèmes aussi un peu d'avenir pour leur donner un peu de perspective pour leur avenir professionnel. Et puis à côté de ça, on a remis des trophées à des jeunes qui sont, ma foi, qui sont aujourd'hui sur le chemin de la réussite, puisque la toute première édition, nous avons remis un prix à une jeune fille qui s'appelait Mademoiselle Buzz
qui était en formation en BTS. Et aujourd'hui, elle continue ses études alors qu'elle n'avait pas l'intention de continuer quand on l'a approchée pour le trophée. Donc suite aux encouragements, elle a voulu continuer. Aujourd'hui, elle est en licence en métropole et en même temps, elle profite du réseau Cobati pour faire des stages sur des chantiers intéressants. Je vous en parlais tout à l'heure, une matinée d'information a été organisée aujourd'hui au Palais de justice de Fort-de-France avec des avocats mobilisés pour répondre gratuitement aux interrogations des contribuables sur les impôts. Une opération qui s'est déroulée dans le cadre de la Journée nationale des fiscalités. Voyez les réactions recueillies sur place par Luis Sabas. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les contribuables pour qu'ils puissent remplir leur déclaration. Les contribuables, chaque année, certains contribuables changent de situation professionnelle ou de situation familiale, donc leur déclaration varie, notamment ceux qui faisaient une déclaration papier, qui aujourd'hui font une déclaration par Internet. Donc ils ont des questions, donc on est là pour y répondre. Ça permet d'aider les contribuables à déclarer par exemple un investissement locatif, une défiscalisation, que ça soit placé dans la bonne case de la déclaration d'impôt. Et ça, c'est très important. Ça évite effectivement le contrôle. Entre autres, après, tout ce qui est les revenus mobiliers, les revenus locatifs d'une manière générale, c'est bien de pouvoir les accompagner afin d'éviter effectivement un contrôle et un redressement parfois. Ça arrive. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane où un crash d'hélicoptère a coûté la vie à 2 personnes. Nous ferons le point sur les circonstances de l'accident selon les premiers éléments de l'enquête. 10 organisations syndicales se sont réunies pour une grève générale en Guadeloupe. Elles ont bloqué les principales voies de circulation de l'île. Et puis, vous verrez dans notre JT des communes un chantier archéologique au diamant qui a permis de découvrir une habitation coloniale datant du XVIIe siècle. Je vous le disais, partons en Guyane qui est encore sous le choc après l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 2 personnes. Une 3e personne a été prise en charge par les secours dans un état critique. Aujourd'hui, la question se pose, comment un tel accident a pu se produire? Voyez ces éléments de réponse avec Pierre Tréfou. Hier, un accident d'hélicoptère a eu lieu à Bélizon, dans la commune de Regina. À son bord, il y avait 3 personnes, le pilote et 2 passagers. Des mécaniciens en mission de dépannage sur un site d'orpaillage. L'hélicoptère, exploité par la société Pilote Air, a disparu des radars du centre de contrôle de navigation aérienne hier matin à 10h30. Nous avons mis en œuvre ce que nous appelons le plan SATER, le plan sauvetage aéroterrestre, qui est un plan départemental, qui est décidé et déclenché par le préfet et qui comprend 3 phases. La première phase, c'est une phase de recherche aérienne qui est dirigée par le centre de la navigation aérienne et de contrôle de l'aéroport. La deuxième phase est une recherche aérienne et terrestre, lorsque l'épave ou l'aéronef commence à être localisé. Et la 3e phase, c'est la phase de secours, lorsque l'aéronef est localisé, et à ce moment-là, il faut intervenir. Voilà, donc ce plan est déclenché dans les plus brefs délais par décision du préfet. Et à ce moment-là, 2 centres de crise se mettent en place simultanément, un au niveau de l'aéroport et un au niveau de la préfecture. Et là, les premières opérations commencent très vite. À partir de midi, le plan a été déclenché approximativement. À midi 10, le premier hélicoptère, qui était le Dragon de la sécurité civile, décollait avec une équipe sanitaire à son bord pour les premières phases de recherche. Et ensuite, les phases de recherche aérienne se sont succédées pendant pratiquement 4 heures, faisant intervenir les moyens de la sécurité civile, les aéronefs des forces armées et les hélicoptères de la gendarmerie. 2 des occupants, dont le pilote, sont décédés sur le coup et un blessé en état d'urgence a été transporté à l'hôpital de Cayenne. Le pilote était salarié en tant qu'assistant de vol pour la société Hélicoptères de France. Sur son temps libre, il a remplacé un pilote sur ce vol commercial pour faire ses heures de vol avec la compagnie Pilote Air. Mes mots sont d'abord de réconfort et de soutien, de compassion à toute la famille. Non seulement à sa famille, mais également à tout ce monde du pilotage. Mais on peut y associer également le monde de l'aéronautique. Je pense à l'aviation civile, parce que ces personnes sont en écoute permanente avec nos pilotes. C'est d'abord de la tristesse, très profonde, très appuyée, parce que c'est un jeune homme qu'on a accompagné régulièrement, que je rencontrais régulièrement également, que nous avons honoré à l'issue de la remise de son diplôme, qui m'a accompagné plusieurs fois en vol, et il y a moins de 2 semaines, j'étais encore avec lui. Et ce sont des circonstances inexplicables que le destin peut
seuls nous conduire, mais soyez certains qu'en mon nom propre, au nom de la CTG, nous adressons nos condoléances à toute la famille. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. L'enquête est encore en cours. Des spécialistes du bureau Enquête-Analyse de Paris arriveront demain en Guyane. Partons en Guadeloupe maintenant. 10 organisations syndicales se sont réunies pour un mouvement de grève générale aujourd'hui. De nombreux accès de l'île ont été bloqués, du rond-point de Perrin aux Abîmes à l'entrée de Jarry à Baie-Mahault. Retour sur ce mouvement social très mouvementé avec Karen Diamant et Patrick Curie. Fais ta grève, ok? On bat les coups de ta grève. Ce matin, plusieurs secteurs d'activité ont montré leur ras-le-bol. D'abord, le secteur du BTP, qui a perturbé plusieurs axes de circulation à Jarry. Aujourd'hui, c'est celle manière qu'on a pour faire entendre. C'est les manières effectivement de la route. Si on a d'autres manières, nous pouvons faire. Aujourd'hui, plus ou moins, pour mener à travers la négociation, il faut prendre la rue là. C'est la rue là qui outil travail en nous. Alors aujourd'hui, nous adorons. Moi, dans ce secteur-là, qui est le BTP, pour le moment, c'est aujourd'hui, les patrons décident de licencier Jean Yovlé et de manière Yovlé, sans même passer par syndicat. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes les Guadeloupéens, nous avons payé nous avons travaillé en pays là et nous avons respecté nous. Un peu plus loin, les agents de Leader Price s'étaient eux aussi mobilisés. Objectif, dénoncer leurs conditions de travail. Le patron nous a commandé de nous rembourser les au niveau des cyclones Irma et Maria qui frappaient nous durement l'année passée. Donc nous avons dit que nous n'avons pas ni à rembourser les parce que à pas nous qui choisissons de ne pas travailler jour là, ça c'est le préfet là, responsable de la sécurité des biens des personnes qui dit nous pas déplacer. Nous avons aussi des camarades qui embauchés après 2013 qui pas qu'à toucher l'accord Bino, alors que l'accord initial a dit bon mais tous les salariés qui ont touché moins de 1,4 SMIC n'y doivent l'accord Bino. Le fonctionnement de l'organisme Eau d'Excellence s'est lui aussi retrouvé perturbé. Nous reprocher direction, nous c'est une volonté administrative qui a manqué de réactivité parce que nous sommes un réseau qui est relativement vétus où il y a fuite en l'air et il faut nous plus rapide. Et c'est ça que nous commandons de direction à nous. Autre entité bloquée, le CIVAD, empêchant toute activité sur le site de la déchetterie de la Gabarre. Nous avons suspension conflit depuis 2014 et je dis là, nous trouvons, nous reprendre justement combat là. Parce que les conditions pas réunies, il n'y a pas qu'à occuper de nous. L'administration n'a pas qu'à respecter nous en fait, en tant que travailleurs. La communauté d'agglomération de Cap Excellence est également restée fermée ce jeudi matin. Il faut savoir que Cap Excellence a régi de l'eau, a régi Zodi, a régi tout ça qui est régi. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de mobiliser nous devant et faire comprendre que voilà, aujourd'hui nous avons des problèmes sociétals dans le pays là, qu'il faut nous régler, que c'est faut nous passer par eux pour régler et que c'est à eux de mettre cisés à l'entour avec nous pour nous régler la situation dans le pays là aujourd'hui. D'autres piquets ont été observés à Pôle emploi, la SARA ainsi qu'au centre hospitalier universitaire. Tous auront été levés en fin de matinée pour ne former qu'un seul point de mobilisation devant le palais de la Mutualité. De retour en Martinique aujourd'hui, 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Pour cette 25e édition, professionnels et citoyens se sont penchés sur le thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». L'occasion d'un devoir de mémoire pour les Martiniquais réunis ce matin au sein de l'hôtel de ville de Casse-Pilote. L'Assemblée s'est penchée sur le destin d'André Aliker, journaliste et homme politique emblématique dont le meurtre n'a jamais été élucidé. Marie Tricot et Michelet François ont assisté à la conférence. Regardez. C'est ici, à Casse-Pilote, commune dans laquelle le corps ligoté d'André Aliker est retrouvé en janvier 1934, que journalistes, écrivains, historiens et citoyens ont tenu à honorer sa mémoire. Toute la nourriture que je vais utiliser pour publier non seulement l'histoire, et à revenir sur un meurtre jamais élucidé, celui d'un journaliste, militant actif dont la plume révélait dans le journal Justice une affaire de fraude fiscale qu'on chercha à étouffer par tous les moyens. La petite histoire a fait la grande. Aliker a donné l'impulsion à son époque, celle de la rébellion chez la classe ouvrière et celle de la vérité chez les journalistes. La vie d'Aliker, sa vie ordinaire, je dirais, sa vie professionnelle, sa vie de militant, sont des exemples pour les générations d'aujourd'hui. Le monde a changé, la Martinique a changé, mais Aliker est porteur de valeurs
comme journalistes, qui sont, je crois, des valeurs éternelles. L'affaire Aliker est vieille de 90 ans. Pourtant, aujourd'hui encore, des journalistes de par le monde jouent leur vie en traquant la vérité. En 2017, 65 ont été tués, 39 assassinés, car leur travail dérangeait. Lundi dernier, 10 d'entre eux sont morts en Afghanistan dans un double attentat suicide. L'accident qu'il y a eu en Afghanistan, que les journalistes ont été assassinés au moment critique de leur vie, ils ont donné leur vie pour... J'ai fait un peu un rapprochement. Ce qui nous reste, c'est toujours les mêmes mots d'ordre. La vigilance, le courage et la force justement de dire tout ce que l'on sait, quitte à remuer le couteau dans la plaie, comme dirait Albert Londres. André Aliker, précurseur dans le domaine de l'investigation, un travail d'enquête qui ferait défaut à de nombreux médias modernes. Nous avons absolument besoin des médias. Maintenant, en tant que simple citoyenne, ce que je regrette, mais je ne suis pas à l'intérieur des médias, donc je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, ce que je regrette, c'est l'absence de dossiers de fond au niveau des médias. Ce qui fait que très souvent, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, je l'entends à nouveau dans les journaux télévisés et je trouve ça frustrant. Des réseaux sociaux devenus une composante incontournable de l'information dans nos sociétés. Un autre aspect du métier évoqué aujourd'hui pour célébrer la liberté de la presse. Elle a 19 ans, elle a vécu une année pleine de rebondissements. Élue Miss Martinique en juillet dernier, suite à quelques cafouillages avec le comité de Martinique, elle a dû céder sa place à sa première dauphine pour participer à l'élection de Miss France. Mais elle a continué à croire en ses rêves et se lance aujourd'hui dans une carrière de chanteuse. Jade Voltiger est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous, Jade. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, est-ce que j'ai bien résumé votre présentation? Est-ce que vous continuez à croire en vos rêves malgré les coups durs de la vie? Bien sûr, je crois toujours en mes rêves. Il faut rebondir sur ce genre d'événements, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, avant de parler de votre carrière naissante de chanteuse, on va revenir quand même sur votre parcours de Miss. Qu'avez-vous fait depuis votre élection? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai tout d'abord fait mes prestations, donc des séances dédicaces chez les partenaires. J'ai été à différents événements où j'ai été invitée. Puis, par la suite, j'ai continué aussi à me projeter sur ma vie personnelle et puis voilà. D'accord. Ça n'a pas été trop compliqué justement de renoncer au rêve de concourir à Miss France, par exemple? Ça a été difficile, oui, puisqu'on ne savait pas qui était pour cette décision. Donc pour moi, ça a été très difficile. Après, avec le temps, c'est passé, mais sur le moment, ouais, j'ai eu du mal. Alors, aujourd'hui, vous vous lancez dans une carrière de chanteuse. Votre single sort demain. Avant de poursuivre, on va regarder un extrait en avant-première. On regarde. Donc on a un aperçu, on a remarqué que vous vous lancez dans le zouk, par contre on n'entend pas votre voix. Est-ce que vous chantez en créole, en français? Est-ce que c'est une chanson d'amour? Dites-nous tout. Alors je chante en français et c'est une chanson d'amour, mais pas, je ne m'adresse pas à quelqu'un, je m'adresse plutôt à mes projets dans la vie. Donc mes rêves que j'ai pu réaliser, par exemple le concours de Miss et mon rêve de chanteuse aussi depuis petite. Donc depuis 7 ans, j'ai commencé à chanter à l'école, en chorale et par la suite j'ai commencé à jouer du piano aussi. Et donc je m'adresse à mes rêves et à la musique. Alors, comment s'est monté le projet justement de lancer un single? Est-ce que ça a été compliqué? Ça n'a pas été compliqué puisque j'ai eu l'opportunité d'avoir des contacts et des proches dans le domaine qui travaillent avec des artistes déjà connus. Donc ça a été très vite entre l'enregistrement qui s'est fait à Paris et le tournage du clip en Martinique. Tout s'est fait en un mois. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vous lancer dans une carrière de chanteuse? Alors, mon entourage, ma famille, bien évidemment, puisque bon, en repas de famille, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui chante. Donc ma famille, mes amis, mon entourage, mon équipe, que je remercie énormément et toutes les personnes qui m'ont aidée pour ce projet.
Donc, le single sortira demain. Quel sera le programme à partir de demain, votre emploi du temps? Alors, ça dépendra du coup du retour du public. Donc, si ça plaît pas. Mais il y a déjà des projets en cours par la suite. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à partir d'aujourd'hui, puisque maintenant que vous vous lancez dans une carrière, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la réussite, du courage et de la motivation, tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord. Et vous menez tout ça en parallèle de vos études, c'est ça? Exactement. Très bien. Voilà. Donc on ne peut que vous souhaiter bon courage. Merci. Félicitations de croire encore en vos rêves à 19 ans. Merci à vous, Jeanne. Merci à vous. Allez, à TV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène aux diamants où des fouilles archéologiques ont mis à jour une maison coloniale qui date du XVIIe siècle. Plusieurs pièces ont été découvertes. Le chantier est ouvert au public pour permettre au plus grand nombre de comprendre le travail des archéologues. Hubert Bornil et Guy Raphaël René se sont rendus sur place. Regardez. C'est véritablement un travail de précision que font ici ces archéologues. Alors imaginez, nous sommes sur une ancienne habitation, une date 1815. Là-bas, la cuisine, la maison d'habitation principale. Et puis là, on voit le dallage. C'est important de faire ces travaux. D'ailleurs, en Pachemoun, Kavini, regardez ça ici. Des fouilles pour mieux comprendre le passé et en savoir davantage sur les populations qui nous ont précédés. La maison du maître, les cases des nègres, leur mode de vie, la structure de l'habitation, tout est passé au crible par les archéologues. Ça encore qui sont toutes poteaux. C'est Bouga à l'époque, parce que ça c'est roche là, elles vont outils, ils ont fouillé tout là. Ils ont été là, ils ont été là qui étaient déjà, roche qui étaient là, ils ont fouillé tout là. Et ils prennent un poteau, ils mettent du bout d'année. C'est là où on croit qu'on ne joue pas. C'est même bité là. On croit fouiller tout. Ici, on apprend par exemple que l'un des derniers propriétaires du terrain, un colon, s'appelait Esaïe Ferrand. Il était d'origine juive. La nuit, en bâtiment qu'il a, mais il y a deux niveaux d'occupation. Parce que là, ça a occupé en 1671. Les premiers colons qui viennent mettre pied à terre au site. Mais le bâtiment là, ça, nous avons les mieux que nous avons là, pas qu'à dater de 1671, qu'à dater de 1815. Et en bas, c'est encore des trous de poteaux. Et c'est ça qui permet nous de voir en fait que c'est à cette période-là, ça a trouvé trace à les premiers gens qui étaient là. Quelques pièces en faïence, de la porcelaine, des outils qui témoignent de l'activité agricole de l'habitation Omulane au XVIIe siècle. Déjà là, connaître Omulane pour nous, on ne savait même pas que ça voulait dire. Savoir que c'était le nom du propriétaire, c'est déjà quelque chose de plus pour nous, pour notre culture. J'habite au quartier Omulane et lorsque j'ai vu qu'il y avait la possibilité de visiter le chantier de fouilles, comme je suis un petit peu passionné d'histoire, je suis venu voir et je n'ai pas été déçu. C'est déjà par l'accueil des professionnels qui sont extrêmement compétents et en plus par la qualité de ce qui a été retrouvé. Ces fouilles entamées depuis quelques semaines révèlent donc qu'on est en présence d'une ancienne habitation dénommée Omulane, juste à quelques mètres du Gaoulé au Diamant. Sur cette parcelle de plus de 7 hectares était prévue la réalisation d'un complexe immobilier. Une première campagne de diagnostic archéologique qui consiste à faire des grandes tranchées pour cerner au mieux les vestiges a été programmée en 2016. Ensuite, à la suite de ces vestiges, de ces découvertes, ça s'est révélé très dense, très important, le service régional de l'archéologie, qui est donc affilié au ministère de la Culture, a prescrit une fouille archéologique, ce qui explique notre présence actuellement. Un public ravi d'en apprendre sur le passé de la Martinique, certes une histoire douloureuse, mais les résultats de ces fouilles ont pour effet d'apporter des éléments complémentaires aux historiens. Ainsi, l'INRA, sous couvert de la DRAC, procède à des fouilles tant en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Les fouilles vont se poursuivre donc jusqu'au 2 juin, mais surtout ce qu'il faut signaler, c'est qu'à l'occasion de cette journée porte ouverte, toutes les personnes qui ont visité le chantier en sont ressorties pétries de connaissances. Information pratique avant de refermer cette édition. Notez que des travaux de réparation de la canalisation d'adduction d'eau potable de la Capote sur la RN1 au quartier Séguineau-Lorrain auront lieu demain entre 7h et 16h. La circulation des véhicules sera réglementée. Il faudra bien évidemment respecter la signalisation qui sera mise en place pour l'occasion.
Information pratique maintenant à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré et Bureau Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier d'Amena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.